Tout le monde voit bien mon écran? Parfait. Ok. Autorisé. Donc, sur la base d'un fournisseur, hier, on a pu dérouler rapidement un flux sur la partie achat. Donc, on va essayer de faire maintenant le pendant sur le côté SD, puisqu'on a pu passer une commande d'achat et donc réceptionner cette commande d'achat. Donc on va d'abord, avant de commencer le flux SD, donc il faut, s'assurer qu'on a suffisamment de stock sur la référence produit qu'on a passé hier, et que si on n'avait pas, on puisse générer en gros un MRP. Donc déjà, on va regarder basiquement, j'ai créé un document ou des documents hier. Comment les retrouver assez facilement dans une solution SAP? Donc la première chose, je vais utiliser l'application de gestion des commandes d'achat pour regarder ce qui a été créé hier soir. Donc pour cela, je vais faire Manage Purchase Order. Voilà. Donc je vais utiliser l'application. Donc jusqu'à là, rien de compliqué. Donc l'application Manage Purchase Order met une vision au niveau général. Elle ne m'affiche pas les informations jusque item. Si je voulais avoir le suivi des commandes d'achat, je vais utiliser Monitor Purchase Order Item. Là, c'est plus pour avoir un suivi général de mes commandes. Donc souvent, ce que je vais faire, c'est que je peux regarder en fonction du statut de cette commande d'achat-là. Et après, je vais regarder, donc on était hier le 27, donc je regarde Yesterday, et je fais Go. Donc je vois que différentes commandes ont été faites, notamment des commandes SITO. Donc ça, c'est des commandes de transfert intercompagnie. Donc on a utilisé celle-ci, c'était hier avec Panier d'essence, qui était notre fournisseur. Donc je regarde le panier d'essence et on avait fait sur cette référence OK. Donc on a notre commande d'achat et c'était sur la référence 163. Je regarde après, donc ça, j'ai retrouvé ma commande d'achat. Je procède de la même façon, je veux regarder tous les articles qui ont été créés récemment. Je vais utiliser dans ce cas-là Manage Product, donc Manage Product Master Data. Donc là, toujours le même principe, je souhaite regarder l'ensemble des références qui ont été créées récemment. Donc je pense à enlever, parce que vous avez toujours ici les vues que vous avez sauvegardées. Donc si éventuellement je retrouve mon article, pensez à toujours vérifier que vous n'avez pas des filtres qui ont été appliqués. Je clique sur Adapt Filter et je regarde éventuellement si j'ai un filtre qui s'appelle par exemple Create, soit By ou On Date. Donc je regarde ici, et je vais sélectionner, par exemple, si je regarde à hier. Je fais Go, je regarde si j'ai des références produits qui ont été créés hier. Non. Donc je peux essayer de dire, bah non, tiens, on va regarder plutôt sur un intervalle. Donc je vais regarder From To. Donc j'ai la possibilité de dire, bah tiens, sur les derniers jours. Je clique sur Appliquer, je fais Go. Là, vous pouvez dire, bah, on a vu comment créer un article de bout en bout. Je peux vous montrer aussi comment créer rapidement, en moins d'une minute, un article. Pour faire soit une démo ou quand vous êtes demain chez un client, bah, vous n'allez pas forcément toujours à chaque fois faire manage product, créer, renseigner toutes les zones. Vous allez vous servir d'un template. Pour vous servir d'un template, donc bah, tiens, on veut faire un petit flux aujourd'hui MMSD rapidement. Donc, je regarde pareil, toujours dans mes filtres, je vais regarder le product type. Parce que si je veux créer par exemple un article commercialisable, donc je sais que c'est du AWA dans SAP, donc je vais chercher le product type. Donc je regarde la zone qui est importante pour moi, product type. Je vais chercher le type de produit qui va me servir de référence. Là, on va dire du
AWA, article commercialisable. Je fais OK. Je clique sur Go. Je vais avoir 116 produits qui s'affichent. Là, si vous dites, ah, mais je voudrais avoir d'autres filtres, parce que là, vous dites, ah, mais j'ai pas les informations, par exemple, je ne sais pas, sur l'organisation commerciale, est-ce que j'ai d'autres critères que cela? Donc, vous savez que vous avez soit le Manage Product Master Data qui vous permet d'afficher, et vous avez éventuellement aussi, alors, ce qui correspondait à ce qu'on avait dans le CC, c'était la MM50 ou 60. Ça va être Product List. Comme j'utilise plus du tout les transactions maintenant, voilà. La product list vous permet d'aller rechercher notamment les articles notamment par division, par product type. Donc si par exemple je voulais dire, bah là je cherche plus finement, je veux savoir toutes les références produits sur la division KP01 de type AWA, qu'en plus les données comptabilité de gérer. Donc je renseigne ces informations-là, je fais Go. Donc là j'ai 109. Je pourrais très bien aussi dire, tiens, je vais exporter cette liste-là sur Excel. Donc, je fais export. Là, j'ai mon petit fichier. Après, hop là. Alors, la seule chose qui est pas top ici, c'est qu'ils ont concaténé. Alors, pour faire du copier-coller, c'est pas top. Concaténé, par exemple, vous voyez ici à chaque fois la désignation avec le code produit. Donc, quand vous voulez faire un copier-coller, c'est embêtant parce que vous allez prendre ça. Je vais faire CTRL-C. Et je me dis, tiens, je vais aller rechercher maintenant l'application. Hop là. Recent Activity. Manage Product Master Data. Je colle. Là, ici, je fais CTRL-V. Est-ce qu'il va les prendre? Il n'a pas voulu les prendre. Alors, je vais refaire dans le fichier Excel. Voilà. Alors, CTRL-C. OK. Je retourne sur ici. Voilà. Là, il n'est pas capable, donc parce que c'est la désignation. Si le problème, c'est que je le mets dans le descriptif, c'est la seule chose qui est qui est un peu chiant. Avec ce genre de fichier-là. Donc là, par exemple, je pourrais me dire, bah tiens, je vais regarder dans les références, un article commercialisable, planification déterministe, 740. Donc je crée un article par copie. Donc ici, hein, quand vous sélectionnez par exemple 720 code article, si vous vous positionnez dans la cellule par rapport à votre fichier et vous faites CTRL-V, le système va automatiquement coller tous les éléments. La pompe. Alors, pour trading goods. Alors, ok, là ici, je vais supprimer la condition. J'en veux pas. Hop là. Le son doit être meilleur là aussi, hein, par rapport à hier. Je confirme, il est meilleur. Il n'y a pas photo. Ah, ouais, c'est la différence. Là, je suis sur un Mac. La pompe. Est-ce que cette pompe-là, je l'avais bien créée? Parfait. Donc ça, c'était la pompe. Ah, j'avais créé le 2106. OK. Donc si je veux créer rapidement un article, je sélectionne mon produit. Je clique sur copie. Je regarde toujours les entités sur lesquelles il est géré. Là, par exemple, si j'avais par exemple plusieurs divisions, je pourrais dire non, je ne veux pas reprendre par exemple les 5 divisions, je veux reprendre qu'une seule. Donc je décoche celle que je ne sois pas copiée. Pareil pour canal de distribution, secteur. Donc canal de distribution et organisation commerciale. Je fais OK. Je change la désignation, 02. Je conserve là, par exemple, je pourrais changer l'unité, hein, pour dire non plus, c'est pas de la pièce, mais par exemple, le box. Est-ce que je vais avoir les box? Non, c'est du bottle, donc ça doit être CAR pour, voilà, du carton. Je fais OK. Je pense toujours à faire attention si je gère dans plusieurs langues. Pareil,
Mais là, ici, c'est ce qu'on appelle la désignation courte. Vous avez la possibilité, au travers des textes, de mettre une désignation longue. Celle-ci sera reprise commande d'achat ou commande client. Si en l'état, l'ensemble des informations, je n'ai rien d'autre à changer, je sauvegarde. Le fait de faire créer, ça va me sauvegarder ma nouvelle référence. Rien ne m'empêche après d'aller après ajuster les informations. Là, vous lui dites à la sauvegarde, ah zut, ce n'était pas un article AWA que je voulais créer. Dans le cloud public, tout comme dans les solutions private et on-prem, vous aviez, alors c'était, ça devait être la MAM. La MAM, vous voyez, elle existe toujours, hein, c'est ce qui vous permet de changer le type d'article. Vous vous êtes trompé sur, je voulais créer une matière première, j'ai créé un AOA, j'ai créé un AOA, je voulais plutôt une matière première. Ça vous permet, bien sûr, d'aller modifier de suite le type d'article. Attention, cette modification, elle ne peut intervenir qu'au moment où vous venez de créer et jusqu'à ce que vous ne puissiez créer des documents subséquents. À partir du moment où vous avez des documents subséquents, c'est mort. C'est la même chose pour si vous voulez modifier le groupe de valorisation de votre produit, si vous voulez modifier l'unité de quantité de base. Donc à chaque fois, c'est dans l'instant que vous pouvez apporter les modifications jusqu'à ce que une personne vienne tout simplement créer une commande d'achat, du stock. Donc là, vous êtes coincé. Donc ça, c'est au niveau de la fiche produit. On avait vu que la partie pour afficher les modifications. Donc là, on crée rapidement un type d'article. Si, par exemple, dans mon petit jeu de test, je veux tout de suite me faire du stock et je ne veux pas passer par une commande d'achat, soit je vais utiliser les applications d'inventaire, soit je vais utiliser l'application Manage Stock. Elle vous permet, dans un contexte bien particulier, d'insérer du stock. Et encore une fois, hein, celle-ci, elle est utilisée que dans 2 cas de figure. Soit je l'utilise au moment où je vais initialiser mes stocks via, typiquement, je peux utiliser le Migration Cockpit, ou bien je vais, dans ce cas-là, utiliser cette application-là pour mon jeu de test. Là, par exemple, je fais divin. Donc, c'est ça la pompe, je l'avais créée. Voilà. Pompe divin 01. Là, je veux me gérer automatiquement du stock sur ma division KP01. Je ajoute le magasin sur lequel je veux faire une entrée de stock pour faire un petit jeu de test. Je fais Select. Je clique sur le petit bouton ici par rapport au stock que je veux initialiser, donc soit en stock utilisation libre, en stock bloqué ou en contrôle qualité. Je clique ici et je me mets, par exemple, là pour l'instant, on va se mettre qu'une seule pièce. Je fais entrer. Vous n'avez peut-être pas fait attention, quand j'ai dupliqué l'article, il y avait une zone qui s'appelait batch, qui était cochée. À partir du moment où j'ai la zone batch qui est activée, au moment où je vais cliquer sur post, SAP va mettre une deuxième pop-up pour me dire, Michael, je t'ai créé en même temps un lot. Allez voir, donc là, toc. Et voilà. Donc il m'a généré automatiquement le lot 0000244. Les zéros ont leur importance. C'est bien le lot 000000244 et pas le lot 244 qu'il a créé. Donc maintenant, je sais que le système m'a généré un document article et donc une pièce comptable qui va être valorisée sur la base du prix moyen pondéré ou du prix standard, selon le cas de figure que j'ai défini dans la partie valorisation de mon article. Donc là, si je veux après consulter rapidement mon stock, toujours là, je connais toutes les applications pour pouvoir rebondir les unes avec les autres. Donc j'ai créé Manage Stock. Et là, je vais utiliser donc soit la tuile Stock Single Material. Je pourrais utiliser aussi celle que ceux qui sont habitués au transactionnel, type la MMBE, elle existe toujours dans le cloud. Mais on est full Fiori maintenant. Je vais utiliser alors soit Stock Single Material ou Stock Multiple. Donc là, c'est pour consulter mon stock individuel. Vous avez aussi le point important, hein, dans toutes les applications Fiori en public cloud, elles sont avec les options de scanner.
native. Donc là, pareil, je ne connais pas le code par cœur, je tape que c'est ma pompe, OK, la pompe Divin, je regarde ici, et je vois bien que sur... Donc là, par exemple, là aussi, hein, vous voyez, des fois, il y a des filtres, vous pouvez aussi les désactiver. Là, ici, c'est filtré par division. Je peux filtrer par différents éléments. Je peux après, par exemple, soit agréger ou développer toutes les informations. Donc, j'ai bien une pièce dans mon magasin central. Ici, ce n'est pas que j'ai une pièce supplémentaire dans ma division, c'est il agrège les données à chaque fois sur les données. Donc, au sein de ma division KP01, j'ai une pièce et cette pièce se trouve dans le magasin KP01. Je pourrais voir la même chose si je me positionnais sur... Donc ça, la MMBE, c'est celle qui est l'historique, hein, le transactionnel. Donc là, je fais la même chose, la pompe Divin, je regarde sur ma division, je fais Run et je vais voir la même chose, mais présentée. Qu'est-ce que j'ai Ah, c'était bien la 787. All Tip Stock. Ouais, je crois que c'était bien la 787 ou c'était la 785. Non, c'est peut-être la... C'est la, c'est la 5. Donc là, je me positionne ici, je fais euh, hop la 785 et je clique sur le petit bouton là ici pour basculer. Oui, voilà. Donc c'était bien la 785. Donc le lot 244. Donc je me suis créé rapidement un article. Je veux me créer rapidement aussi un client. Même principe. On a vu hier comment créer un fournisseur. Si je vais maintenant côté client, c'est la même application, partenaire. Je me positionne sur Manage Business. Alors, je crois que j'ai même aussi une application qui est uniquement avec des filtres sur les clients. Manage Customer Master Data. C'est exactement la même que Manage Partner, mais avec, vous allez le voir, un filtre appliqué sur les rôles. Là, sur les rôles, il va chercher tous les rôles qui sont en dépendance, notamment ici, hein, le Customer, hein, on l'a vu, FL, CU, quelque chose pour la partie comptabilité et une autre pour la partie commerciale. Donc là, je demande au système, affiche-moi l'ensemble des clients qui existent dans la base. J'en ai 70. Je prends n'importe quel, par exemple, je prends, voilà, je vais regarder celui que j'utilise régulièrement. On va prendre. Voilà, si je prends ici, je clique tout simplement sur copie. Est-ce que je le veux avec des présélections, copie avec la présélection? Je fais OK, c'est-à-dire présélection, c'est est-ce que je reprends bien les données de la société? Oui. Je reprends bien les données de l'organisation commerciale KPC1Z1? Oui. Votre client pourrait aussi être géré sur plusieurs organisations commerciales. Après, vous décochez celles que vous ne souhaitez pas reprendre lors de la copie. Je fais OK. Le système va me reprendre les données et il va me purger uniquement les données qui sont nécessairement différentes lorsque je copie un client. À savoir, il me demande quel est le nom de ce nouveau client. Donc là, je pourrais dire, je ne sais pas, je vais mettre Lacoste, hein, je fais n'importe quoi. Je vais après regarder les autres informations. Donc, je retrouve bien mes deux qui sont nécessaires, hein. Si là, vous dites, ah oui, mais ça correspond à quoi le FLCU0 et FLCU01, vous cliquez ici sur la petite roue. Non, parce que là, on n'avait pas la désignation, donc à chaque fois, sinon, ici, et vous allez regarder, OK, FLCU00, c'est la partie comptabilité. Même toujours se dire, pourquoi j'ai une partie comptabilité, pourquoi j'ai une partie client. Même principe que côté fournisseur. La partie Financial Accounting vous permet l'intégration lorsque vous allez créer le billing document et d'avoir derrière la pièce comptable qui va
être généré pour faire l'account receivable, recevoir le paiement de votre client. Lorsque vous êtes fournisseur, c'est l'account payable, qui va permettre de générer la pièce comptable qui va vous permettre de payer le fournisseur. La partie FLCU01 vous permet de gérer l'ensemble des documents commerciaux, TRACAD, programme de livraison, demande de note de débit, demande de note de crédit, sales order, les bons de livraison, jusqu'à la création du billing document. Et c'est après, voilà. Donc les deux, pareil, je peux avoir un client qui va faire toute la partie commerciale et un tiers divergent qui va être sur un rôle partenaire pour faire la partie account receivable. Donc là, j'ai bien les deux informations. Je déroule à chaque fois. Ici, même principe. Si vous avez le moindre doute, dire est-ce que mon client est complet? Vous ne posez pas cette question-là. Vous faites créer. Et vous allez voir ce que SAP va vous dire. S'il manque quelque chose, il vous le dira. Donc on attend que le système nous génère un nouveau numéro de business partner. Là, il m'a généré, OK. Donc c'est l'air d'être bon. Le 482. Je ne dis pas après que quand on va dérouler le flux, par exemple, de vente, on va peut-être avoir des protocoles de documents à compléter. Après, ça sera à nous de se dire, ah OK, ce qui vous permet de se dire, ah ouais, donc dans ce cas-là, ouais, cette information-là, si je ne la renseigne pas dans mon business partner, ça va me bloquer peut-être à la commande, peut-être à la livraison. Ou vous allez dire, est-ce que j'accepte des livraisons complètes, excédentaires, multiples? Donc toutes ces informations-là sont pilotées à en différentes zones. Notamment, si je veux être sûr que j'ai bien la détermination de la TVA dans ma commande client, je dois m'assurer que au niveau de la partie client, donc si je me positionne ici, souvent c'est ça, on n'a pas renseigné correctement les informations dans la partie qui s'appelle Sales Area. Donc je me positionne sur Sales Area. Je vais dans la partie Sales Area. Donc ici, je vais regarder les informations. Donc bien Orga, Canal, OK. Donc là, j'ai bien ma division à partir de laquelle je fais. J'ai les shipping conditions. Donc attention, ça peut aussi avoir un impact dans la détermination. Donc on l'a vu, on en a parlé hier, hein, dans la détermination de l'itinéraire. Donc on a le loading group et aussi le shipping condition qui derrière vont ramener entre la zone de départ, donc le shipping point, la zone d'arrivée qui se trouve dans la transport zone du client, si j'ai un shipping condition et si j'ai un loading group. Et ça va déterminer derrière. POD, est-ce que ça vous parle? Proof of Delivery. Le Proof of Delivery, c'est dans SAP le mécanisme qui, lorsque vous allez faire l'expédition, vous allez avoir une application que vous allez devoir gérer pour dire est-ce que le client confirme qu'il a bien reçu la marchandise pour que je puisse facturer. Alors, beaucoup de clients ne l'utilisent pas parce que c'est une tâche supplémentaire qui oblige votre customer service à appeler régulièrement le client ou que le client le rappelle pour lui dire j'ai bien reçu la marchandise. Parce que si on ne. C'est comme une opération de validation. On peut l'utiliser lorsqu'on va avoir des flux, ce qu'on appelle EDI. C'est-à-dire que si votre client est interfacé avec vous, là, c'est pertinent parce que le Proof of Delivery va être géré alors, par un IDOC, qui est le plus communément utilisé, ou par un flux XML. Donc ça, c'est le Proof of Delivery. Vous l'avez dans des applications. Donc voilà, si vous le cochez, le système va passer par une opération de validation pour pouvoir, derrière, enclencher la facturation. Là, par exemple, si on coche Complete Delivery Required, c'est-à-dire que là, on veut nécessairement, le client ne veut absolument pas de livraison partielle. Donc, ça veut dire que si, par exemple, je crée une commande client, le client me demande 10, mais que factuellement, dans les stocks, je n'ai que 8, l'ATP check, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, OK, je vais lui proposer une première livraison à 8, et le reliquat, le backorder, je vais lui proposer plus tard. Là, si je coche Complete Delivery Required,
le système, lui, n'acceptera pas de livraison partielle. Donc, il faut que je mette blank. Mais pareil, où je peux très bien dire, OK, mon client accepte. Donc, soit ici, only complete delivery allowed. Là, ici, on peut mettre, voilà, partiel. Et on peut dire, le client accepte que de partiel. Là, dans notre jeu de test, on va dire, je veux que de la livraison complète. Quelles sont les zones super importantes? Voilà, là c'était le bon exemple. Donc, là, tout le monde se dit, bah, mon client a l'air d'être complet, mais non, 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 non. Vous voyez, dans la partie qui est taxe, super important. Ici, le système a besoin d'avoir dans la partie tax classification, d'avoir des valeurs. Si vous laissez à blanc, le système, lui, ne va pas savoir est-ce que votre client est assujetti ou pas à la TVA. Donc, c'est cette petite valeur ici. Donc, par exemple, je vais dire oui, il est bien assujetti à là. Et la LCFR, FTX1, c'est plutôt l'inverse. Souvent, c'est hop là. Donc, il est bien assujetti liable for taxes et j'ai pas besoin de LCFR. Alors, souvent, on va avoir, si je mets 0 ici, je vais mettre le 1 parce que je vais avoir besoin de justifier pourquoi j'ai une exemption de TVA. Donc, vous regardez sur du LCFR, des fois, vous avez un numéro de LCFR qui vous permet de justifier l'exonération de taxes. Le plus communément utilisé en France, hein, bien sûr, c'est assujetti à la TVA 1 et LCFR 0. Même principe, vous pouvez très bien avoir dans un client, par exemple, Lacoste, qui est un bon exemple, qui, alors on ne va pas dire qu'un maintenant a des usines en France, a plutôt des entrepôts en France, et éventuellement des entrepôts en Italie. Sur l'organisation commerciale, vous allez avoir organisation commerciale européenne ou française, rattachée à des divisions italiennes, espagnoles, françaises, et dans ce cas-là, vous aurez ici, dans la partie taxe, France, Italie, Espagne. C'est l'ensemble des points à partir duquel la marchandise va partir pour livrer mon client Lacoste. Donc ne soyez pas surpris, si demain vous êtes dans le CBC, vous ajoutez sur le canal organisation commerciale une nouvelle division d'un pays différent que la France, il faudra penser à mettre à jour l'ensemble de vos fiches clients. Parce qu'il y aura la partie TVA à gérer. Vous pouvez le faire dans les applications de masse. Donc je fais appliquer. Je fais sauvegarde. Donc j'ai bien mon client. Alors par exemple, oui, not second partial delivery allowed for complete delivery. Donc là, petit message d'erreur. Je retourne dessus. Qu'est-ce qu'il n'a pas aimé? C'est dans ce cas-là, only complete allowed. Voilà. Et là, il doit mieux. Donc à chaque fois, petit message d'erreur. SAP va pas forcément vous mettre le petit chemin pour vous dire, tiens, c'est à tel endroit que la valeur n'est pas bonne. Voilà. Petit bémol, on va dire, des fois. Peut-être que ça va évoluer. Mais ça permet éventuellement à tout à chacun de, après, justifier le salaire du consultant qui connaît par cœur toutes les zones de la fiche article et qui sait traduire le sapien. Donc, j'ai bien mon client. J'ai bien mon article. J'ai bien une quantité. Qu'est-ce qui manque d'après vous pour que ça se passe très bien au niveau de la création de la commande client? D'après vous, le point fondamental, lorsque vous faites une vente. Non, vous ne faites jamais de vente. Donc quand vous allez dans une boutique et que vous achetez quelque chose, la première chose qu'on demande souvent, c'est ça coûte combien? Donc lorsqu'on est dans un flux de vente, la donnée qui est importante est donc la gestion des prix. On l'a vu donc côté fournisseur, on verra comment créer une fiche info achat dans laquelle se trouve le prix. Côté client,
on va devoir gérer dans l'application Manage Pricing le prix. Donc, je vais gérer le prix. Attendez, il y a une personne qui demande de se connecter. À chaque fois, c'est pas l'idéal pendant que je fais ça. Hop là. Donc, je veux créer un prix. Si je clique ici sur Go, je peux le faire aussi par import. Je télécharge le template et après, je fais import. Je vais quand même rechercher par information. Donc, je veux créer un PPR 0. Quelle est ma combinaison? Est-ce que c'est en fonction que pour l'article ou client-article? On va plutôt le faire en fonction du client-article. Si je peux très bien le faire aussi que ça, c'est-à-dire qu'indépendamment du client, le prix sera toujours le même, ou je peux avoir un prix uniquement pour mon client. Si on prend uniquement pour l'article, je vais cliquer sur Go et regarder déjà ce qu'il existe dans la base. Je peux bien sûr restreindre et dire « Ah non, mais je veux voir uniquement pour l'organisation KPC et le canal Z1 ». Et je pourrais dire « Bah tiens, je regarde aussi uniquement si je n'ai pas déjà créé pour la pompe 785 un prix. » Je regarde. Non. Donc, je vais donc créer un prix pour cette pompe. Donc, je clique tout simplement sur Créer. Alors, pour ceux toujours qui aiment bien les comparaisons, c'est ce qu'on utilisait pour faire, par exemple, c'est l'équivalent de la VK11. Et je la trouve nettement plus sympa, surtout qu'elle peut faire de l'import et l'export, donner sur un template, donc le chargement en masse. Donc, je définis un prix. 1500 €. Là, vous me dire, ah ouais, mais est-ce qu'on peut gérer, bien sûr, les barèmes? Mais bien sûr qu'on peut gérer les barèmes. Il suffit de cliquer ici sur la petite flèche, détail, et je vais aller après dans la partie barème, donc scale. Je vais cliquer sur créer pour gérer maintenant un barème. Donc, lorsque j'ai un pack, c'est 1500 €. Je crée après donc, mon barème. Lorsque j'ai éventuellement 100 packs, je vais avoir un prix de 1300 €. Je peux continuer. Si à partir de 1000 packs, dans ce cas-là, j'ai un prix de 1000. Donc là, je gère les barèmes. Je peux aussi définir un intervalle de temps. Je lui dis uniquement, c'est valable que jusqu'à la fin de l'année 2026. Une fois que j'ai fait ça, je clique sur sauvegarder. Un enregistrement de conditions. Ah, pourquoi il me met Object does not exist? Ok, alors il me l'a quand même sauvegardé. Je vais quand même cliquer sur Edit pour voir ce qui se passe. Ok. Ouais, bon. Petit message bizarre. Ok, donc j'ai bien mon client, j'ai bien mon prix, j'ai bien mon produit, j'ai bien mon stock. Faisons la création d'une petite commande client. Donc, Manage Sales Order V2. Donc là, quand on crée une commande client, ça devrait être relativement simple. J'ai juste à renseigner que 3 choses. Le donneur d'ordre, la référence produit, la quantité. Tout le reste doit être déterminé le plus rapidement en automatique. Alors, allez, on va peut-être ajouter la référence que le client nous communique. Mais ça doit être super rapide. Donc, je clique sur Créer. Alors, là, sur certains clients qui utilisent du cloud public, de moins en moins, ils utilisent en gros les applications, celles-ci. De plus, ils passent surtout par des applications tiers, type Amazon Seller, où ils peuvent utiliser Shopify ou PrestaShop. Et ils utilisent des fois tout simplement une tuile en fait, d'import, de chargement en masse des commandes clients. Donc, de plus en plus, on va vers de l'automatisation et aussi avec des agents IA qui vous permettent de discuter avec Joule. On dira à Joule, Joule, peux-tu me créer une commande client de type standard
avec le client Lacoste et ajouter les références suivantes pour une quantité de 5, 6, 7. Voilà. Et automatiquement, il va le faire. Et vous n'aurez pas à faire de la saisie manuelle. Donc là, voilà. Mais en attendant que Joule le fasse, on doit le faire à la main. Je fais continuer. Le point important dans le cloud public, dans le CBC par exemple, vous ne pouvez pas créer de nouveaux types de postes. Donc, il y a plein de petites choses comme ça. Vous ne pouvez pas créer de nouveaux types de commandes clients. C'est-à-dire que voilà, on vous dit, les commandes clients, c'est des scope items et vous utilisez ce qu'on vous propose. Donc, le client, je tape Lacoste. Il doit me le trouver. OK. La différence, voilà, je mets la référence. Par exemple, c'est le client qui me communique la référence chez lui. Voilà, il m'a ramené automatiquement le ship to party. Si je cliquais sur le match code ici, si j'avais un petit pop-up qui s'ouvre, il me donnerait tous les clients livrés si j'en avais géré plusieurs. Je peux aussi éventuellement modifier de façon ponctuelle, et ça n'a pas d'impact sur le business partner Lacoste, tout simplement parce que on me demande de modifier. Ah bah voilà, par exemple, j'avais pas mis donc la City, il faudra livrer ça à Rouen. Langage, voilà, région 76. Donc je peux modifier. Donc en faisant ça, ça ne modifie, encore une fois, en aucun cas mon business partner Lacoste. Ça ne modifie que les informations pour mon flux que je suis en train de créer. Je vais dans la partie item. Je renseigne le ou les références produits. Donc là, donc soit je tape pompe ou je tape 785 parce que je connais par cœur toutes les références. Et pourquoi? Alors, s'il n'a pas aimé que je change et que je fasse, on va faire voilà, pompe. Alors, on se rappelle, on a dit, on a un prix avec des paliers 1, 100 et 1000. Faisons le petit test avec, par exemple, 100. On va voir si le système doit ramener un item catégorie de type TAN. Et il doit me ramener, si j'ai même pas besoin d'aller dans les conditions de prix, il me ramène bien une valeur. C'est-à-dire qu'il a bien trouvé la valeur qui correspond à ce que j'ai défini dans l'application Manage. Point important aussi, le type de poste, vous allez dire, voilà, TAN. Donc, on a différents types de postes dans SAP. Le plus communément est le TAN. Mais on pourrait avoir, alors, le CBAO, le milestone. En utilisant CBAO, je vais gérer des plans de facturation. Donc, c'est-à-dire, j'ai une première échéance à la commande, une deuxième échéance à la livraison, le solde à la fin. Ça, c'est ce qu'on appelle les milestones. Bought in item, ça, c'est que vous voulez encapsuler comme si vous aviez du MTO. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez créer la commande client, il va générer automatiquement une demande d'achat. Donc, cette demande d'achat-là sera exclusivement pour cette commande client. Attention, ce n'est pas ce qu'on appelle du third party. Le bought in, c'est bien, une client me passe une commande, le système va générer automatiquement une demande d'achat, je vais transformer en commande, le fournisseur va me livrer, ça va se trouver dans le segment pour cette commande client comme pour du MTO, et après, je fais mon flux. Le third party, c'est le même principe, j'ai une commande client, le système me génère une demande d'achat, mais cette demande d'achat, va être convertie en commande et c'est le fournisseur qui sera chargé de livrer directement le client. Vous avez après différentes, le third party with SN pour serial number, without serial number, with serial number free of charge, donc du poste gratuit, third party without serial number free, du milestone. Là, c'est uniquement pour les free of charge pour ça. Là, vous avez free of charge, enhancement, free, ça doit être pour du pro forma, notamment quand vous faites de l'export. Free of charge, c'est les postes gratuits.
Là, c'est du Bought in item free of charge. Donc, c'est la même chose que celui-ci, mais avec un post gratuit. Et là aussi, du free of charge enhanced. Donc, voilà, ça, toutes ces informations-là, ces 11 items, vous les avez parce que vous avez défini dans la fiche article quelque chose qui s'appelle quoi? Alors, on va essayer de vous faire un petit peu interagir parce que j'ai l'impression que j'ai que des gens qui dorment. Les items, ils sont pilotés par quoi dans la fiche article? Si je changeais une valeur dans la fiche article pour avoir, par exemple, je voudrais que mon article fasse ce qu'on appelle de l'article configurable. Quelle zone dans la fiche article je dois modifier? Répondez pas tous à la fois. Le type d'article, Ah, c'est pas le type d'article. Ça se trouve dans la vue ADV2, ce qu'on appelle l'item catégorie groupe. Cette zone-là, elle est super importante. C'est ce qui va définir le type d'article. Lui te définit, est-ce que c'est par exemple du fer, ça va être plutôt un article qui va être un produit fini ou qui va être vendu, mais surtout qui va être fabriqué. Le AWA, on est plus dans un type d'article commercialisable. Si on était par exemple dans ce cas-là, oui, un article dit configurable, on devrait avoir bien sûr le type d'article CAMAT. Mais le type d'article ne va pas faire que ça. Il faut que tu aies du CAMAT et après l'item catégorie groupe qui va te permettre de ramener un type de défaut. Vous allez entendre alors dans le clone, on le voit moins, mais la table qui pilote tout ça, c'est la T184. Vous avez beaucoup de choses. Vous tapez sur Google T184. Vous allez avoir dans la T184, c'est ce qui pilote avec l'item catégorie groupe qui va définir quels sont les types de postes. Et dans le type de poste égale un flux. Donc quand je fais du stan, je sais que je suis sur du MTS, que je vais avoir une expédition, que je vais avoir une sortie marchandise, que je vais avoir une facture. Si j'étais sur du CAMAT avec un article configurable, donc un item catégorie groupe 0002, bah, je vais avoir un autre type d'item catégorie et je vais avoir un petit pop-up qui va me demander la classification, quelles sont les combinaisons possibles sur mon type d'article. L'item catégorie groupe, super important. Donc je clique là ici sur créer. Donc je demande 100 packs. Je fais créer. Je vais voir si le système me dit est-ce que ta commande est complète ou pas. Donc on attend que le système réagisse. L'article 296, donc la commande client 296 est créée. Je vois par exemple qu'elle est ici en Navability, elle est unconfirmed. Donc elle n'est pas confirmée. Donc je regarde tout simplement ici, en cliquant sur le petit non confirmé. Je vois que la quantité requise est de 100 pièces, confirmée 0, quantité livrée 0. Donc je retourne, donc là je suis sur ma commande client. Elle est pour l'instant non bloquée, elle est bien complète. Donc je retourne ici. Si je fais Go là, je pense aller surtout regarder sur que je n'ai pas un filtre. Je vais voir, on va attendre un petit peu. OK, j'ai bien ma commande 296 qui apparaît bien ici. Je retourne dedans. Alors, process flow in preparation. Alors, est-ce que quelqu'un aurait activé les flexible workflows sur les seuls sorteurs? Parce que là, comme je ne peux pas la modifier, on va regarder si, hop là, hop là. Alors, les flexible workflows existent à la fois côté client et existent aussi côté, enfin quand je dis client, les flexible workflows existent bien sûr du côté commande d'achat. Donc, on connaît tous la commande d'achat que je passe, qui dépasse un certain seuil et automatiquement, elle arrive ici en approbation. Vous avez maintenant aussi, côté sur S4, la partie Flexible Workflow sur les documents commerciaux. Bah, je vous montre aussi parce que c'est important de le connaître, ça. Flexible. Alors, c'est plutôt Workflow Sales, Sales Workflow. Alors, Workflow Sales.
Donc ici, dans la tuile qui s'appelle Manage Sales Document Workflow, c'est l'application qui va vous permettre de gérer les workflows flexibles sur les documents commerciaux. Vous dites, bah, par exemple, lorsque je vais avoir une note de crédit ou que je vais avoir une commande client qui dépasse un certain seuil, je souhaite mettre en place une validation. Donc, je regarde tout simplement, hein, par exemple, sur ma workflow for sales order. Là, je peux voir, par exemple, on avait créé un workflow flexible lorsque la valeur nette dépassait les 100 K. Donc, lorsque cette valeur dépassait les 100 K, j'avais automatiquement un workflow. Donc, il fonctionne de la même façon que on l'a du point de vue achat avec des seuils de validation pour des typologies de documents. Hop, je retourne sur ma commande client. Manage. Alors, soit je peux utiliser, là, je vous montre les deux, hein, la Sales Order version 2, elle est complètement Fiori. L'avantage ou pas, selon que vous utilisez par exemple la Manage Sales Order classique, permet à ceux qui sont habitués à utiliser la VA01, VA02, bah, c'est tout à fait possible, hein, parce que ici, elle vous permet de faire soit du full Fiori ou d'utiliser le transactionnel. Quand je suis ici aussi, j'ai la possibilité de regarder, par exemple, est-ce que j'ai un statut d'approbation? Est-ce que j'ai d'autres statuts de blocage? Donc, je peux bien sûr les ajouter, hein, et regarder qui a créé la commande. Je fais OK et je vais avoir, là, typiquement, je vois que, par exemple, elle est en approbation. Ce qui est bizarre. Donc, si je regarde là, je vais avoir le statut, et que je vois, eh bien ici, in approval. Sales order needs approval. Alors, pourtant, on l'avait désactivé. Alors, quand vous avez cette information-là, je vois qu'elle est ici, dans SAP, le Flexible Workflow, sur la partie Sales, c'est deux tuiles à connaître vraiment par cœur. Custom Logic avec Flexible Workflow. Dès que vous avez ça, dès que vous mettez des Flexible Workflow, vous avez la possibilité, c'est le seul endroit dans le cloud public où vous pouvez mettre du code. On va regarder la tuile qui s'appelle Custom Logic. Donc, dans la Custom Logic, c'est là où je vais définir les règles. Par exemple, si je regarde, hop là, par exemple, Approval Request Reason for Sales Document. Donc, je vais regarder là où il y a du sales. Donc, ça, c'est tous partout où on peut gérer éventuellement des règles comme des user exit ou des baddies. Donc, là, ici, ce sont des baddies qu'on active où on peut mettre du code. Donc là, si je regarde, on peut gérer aussi des extensions. Vous allez entendre parler de custom fields. Donc, une custom fields, custom logic, ça vous permet de gérer des extensions dans SAP. Donc, si je regarde, comme ça, je vais vous montrer un peu à quoi ressemble du code dans SAP, hein. Donc, je vais activer ici. Donc, ça, c'est Anan qui les a fait. Là, c'était moi, hein, qui avait fait check of purchase before saving. Donc, on peut mettre des règles aussi. On peut gérer aussi des règles sur les envois de mails. Alors, nous, ce qui nous intéresse sur les timesheets, sur les purchase orders, sur sales contract. Alors, ça, c'est juste le nom que je lui ai donné. On va regarder à l'intérieur. J'ouvre l'éditeur. Et donc, on a la possibilité ici, hein, dans la partie là, de mettre tout simplement du code. Donc là, si on lui dit, par exemple, ça on va l'avoir pour... alors, c'est relativement simple, hein. SAP, en plus, vous donne, alors pour les non-initiés, éventuellement des informations pour vous aider à mettre du code. Alors, c'est pas de la BAP, hein. Donc là, pour lire, hein, si le type de si le type de document, par exemple, est de type C, donc C, ça veut dire Sales Orders, que la raison de commande est 0001.
et que le montant total net de ma commande est supérieur à 100 000 et que c'est bien sûr du euro, automatiquement, la commande sera soumise en approbation. C'est-à-dire que c'est comme tout à l'heure, hein, je vous ai montré, on a été voir sur Manage Workflow for Sales Document, on a vu qu'elle était inactive. Même si c'est inactif, SAP regarde si le code ici il est toujours actif. Donc comme le code est actif, c'est-à-dire qu'il n'est pas tagué, le système, lui, part du principe que je rentre bien dans les conditions où doit s'appliquer la règle. Donc c'est dans le code. Donc là, comme ma commande était bien de type C001, donc ça c'est le motif de commande et qu'elle est supérieure à 100 000 euros, elle tombe bien en approbation. Comme j'ai le code, SAP a mis en approbation la commande client, mais qu'en même temps, j'ai marqué dans la partie Workflow Flexible inactif, le système, lui, me met la commande en approbation, mais il n'envoie aucune approbation parce qu'il n'a pas les valideurs. En fait, dans l'application, vous devez comprendre que vous gérez les approbateurs, et dans cette partie-là, vous gérez le code dans lequel, ce qu'on appelle les préconditions. Donc, à partir du moment où vous mettez du code, la logique voudrait que ce que vous avez mis dans la partie workflow, vous devez le gérer. Sinon, la question qui vous tord, là, qui vous dit, mais Michael, comment fait-on pour annuler dans ce cas-là l'approbation, puisqu'on n'a pas d'approbateur en face? C'est relativement simple. Donc, on a vu que les règles, ici, c'est C001 supérieur à 100 000. Donc, il faudrait que, tout simplement que ma raison de commande soit différente de 001. OK. C'est clair ou pas ce que je vous dis là? Si ce n'est pas clair, dites-le. Hein. Pour la partie, en fait, encore une fois, sur de l'approbation, sur la partie commande, client, contrat, c'est ici. Il faudra toujours faire un peu de code. Contrairement à la partie sur la gestion des workflows côté MM, vous n'avez en aucun cas à gérer ce petit bout de code-là. Sur la partie sales, vous devez nécessairement mettre ce genre de code. Rachida, ils sont limite endormis, hein, donc t'inquiète pas, ne fais pas trop de bruit, ils sont très sages. C'est la fin de journée aussi. Hein. Ah oui, et là, ils sont pas bavards du tout, ils écoutent religieusement. Donc, alors où suis-je? si je suis sur une commande client, donc je vais ici, je vois qu'elle est en approbation. Mais d'un autre côté, je n'ai pas fait mon travail correctement de consultant, j'ai bien mis le code, mais j'ai oublié de gérer les approbateurs. Sauf qu'entre-temps, un utilisateur a créé une commande, et paf, ou vous n'avez pas bien fait non plus votre travail, vous n'avez pas testé correctement et vous avez envoyé en produit. Bon, c'est un concours de circonstances qui ne devrait jamais arriver. Donc, j'ai ma commande client qui est soumise en approbation. Je vais à l'intérieur de ma commande client. Tu peux Vous avoir le avez vu, contexte là? le contexte, c'est j'ai créé une commande client. Hmm. Tout allait bien, et sauf que je vois que par exemple ici, le petit bouton, il est grisé. Je ne peux Mhm. pas la modifier. Quand vous sauvegardez une commande client et que vous voyez que le petit bouton, il est grisé, et que ici, vous avez par exemple le bouton ici, Withdraw Approval Request, qui est en surbrillance, vous n'avez même pas besoin de retourner sur l'écran précédent et de cliquer sur le petit bouton ici pour vérifier ici Approval Reason pour voir qu'elle est en statut d'approbation. Là, vous voyez le code. C'est-à-dire que dès que vous voyez que le bouton Edit est grisé, vous savez nécessairement qu'elle est en approbation. Donc, je peux aller aussi après dans Statut. Je le vois aussi ici. In Approval. Donc, l'approbation, donc ce que je disais, donc côté MM, donc les particularités, hein, les nouvelles fonctionnalités qui sont introduites aussi avec S4HANA, c'est les fonctionnalités, ce qu'on appelle les flexible workflows, hein, qui sont une vraie avancée dans SAP S4HANA par rapport à ce qu'on avait sur le CC. On les a à la fois côté MM, sur les contrats, les RFQ, les commandes, les demandes d'achat, mais également sur la partie sales. La grande différence, et je dirais
quelque chose de pas abouti à ma connaissance côté sales. C'est que la gestion des flexible workflows dans la partie sales nécessite de mettre ce qu'on appelle une custom logic. Custom logic, c'est-à-dire mettre un petit peu de code pour gérer les conditions de détermination de l'approbation. L'application qui se trouve, qui s'appelle Manage Workflow for Sales Document, elle va faire uniquement le lien avec qui va approuver. Sauf que si on a fait, j'ai géré dans ma custom logic l'approbation, mais que je n'ai pas mis en face les approbateurs, vous allez vous retrouver avec des commandes clients qui sont en approbation, mais qui ne seront jamais et qui ne pourront jamais être approuvées parce qu'elles n'ont pas d'approbateur. C'est pour ça qu'SAP a prévu le Withdraw Approval Request. En cliquant dessus, vous l'avez aussi dans les commandes d'achat, c'est Oui. que vous reprenez la main. Quand je dis reprendre la main, c'est que le système vous permet de pouvoir modifier. Donc là, je peux aller dans la partie Edit. Je me suis souvenu que dans ma custom logic, le système se basait sur la raison de commande. Donc, je change cette raison de commande. Je sais que c'était 001, j'en mets pas. Je fais sauvegarder. Là, cette fois-ci, vous voyez, mon bouton Edit, il n'est plus grisé. Je regarde dans Statut et Bloc. Le statut est bien en rework. Donc, elle n'est plus soumise à approbation. Là, je vais regarder maintenant à nouveau. Je peux regarder dans E-Completeness Information. Là, il dit que ma commande est bien complète. Je vais regarder dans la partie Item. Je vais regarder dans, ici, je sélectionne ma ligne. Je fais mon Check Availability. Donc, alors, dans la partie Cloud public, vous avez ce qu'on appelle le ATP, Available to Promise. Donc, c'est classique Available to Promise. Donc, c'est le contrôle de disponibilité classique. Et vous entendrez parler de IATP pour Advanced. Le Advanced vous permet de faire, de traiter le contrôle de disponibilité avec les clients VIP, de réserver du stock virtualisé, de faire du product allocation, de faire du product substitution. Donc, tout ça pour vous dire que ça vous coûte 28 000 € par an en plus. Je crois que c'est 28 000 €, je crois. Ouais. Voilà. Un peu de choses d'ordre d'idée. Donc voilà, vous avez aussi des applications qui s'appellent Advanced. Dans SAP, vous avez donc le Advanced ATP. L'ATP classique, il fonctionne comme n'importe quel contrôle de disponibilité. Il regarde ce que vous commandez, il regarde ce que vous avez en encours. Quand je dis en encours, c'est les autres commandes clients, les besoins prévisionnels, les commandes de transfert, ce que vous avez réellement en stock. Et après, il vous en déduit, est-ce que vous pouvez confirmer ou pas la quantité? Donc, dans les résultats immédiats, moi, j'ai une quantité, par exemple, de 100. Là, SAP, il me dit, je ne peux pas te confirmer la totalité. Donc, je peux voir ici dans Item. Je vais ici dans le détail du poste. Et si je regarde dans la partie Delivery, le point important, c'est ici dans la partie Schedule Line. Vous allez donc avoir ce qu'on appelle un partiel. Donc ici, au 28, donc le client demande le 28. Il demande 100 packs. Moi, ce que je peux lui proposer pour l'instant, c'est 0,1 pack. Si j'augmentais, j'allais dans la tuile, vous vous rappelez qu'on a fait en introduction qui s'appelle Manage Stock, je pourrais augmenter de façon artificielle le stock. Pour l'instant, stock là. On va donc sauvegarder. L'autre point important, donc comme vous allez être sur un projet où vous avez du SD, du MM, du PP, l'application qui vous permet de regarder la couverture de votre stock qui est super importante. Donc les gens connaissent tous la MD04, notamment peut-être Rachida, tu avais l'habitude de l'utiliser, la MD04. Je dis des noms de code, s'il y en a qui me disent mais non, mais Mickaël, il me parle de MD04, je ne vois pas du tout à quoi ça correspond. C'est ce qu'on appelle l'état dynamique des stocks. Ça vous permet d'avoir une vision de tout ce qui entre et qui sort sur votre référence produit et d'avoir le prévisionnel. On va utiliser dans ce cas-là, nous maintenant dans le cloud, ce qu'ils appellent Monitor Material Coverage, ce qui vous permet de savoir si vous avez des ruptures à venir sur une référence. Donc là, par exemple, si
je regardais, hop là, sur la partie standard. Je voudrais savoir ce qui va se passer ou éventuellement exécuter un MRP. Est-ce que mon prévisionnel sur mon référence, par exemple 785, est-ce que je pourrais dire, bah tiens, je vais augmenter mon horizon. Je voudrais savoir, moi déjà sur un horizon, je pourrais aller même en semaine, dire sur un horizon maximum de 26 semaines. Là, je vois tout de suite, ah, c'est pas bon là. C'est pas bon du tout. Là, j'ai juste une autonomie de 4 jours et donc là, je suis en rouge tout le temps. Donc, c'est-à-dire que là, j'ai aucune couverture de mon stock. Si je regarde dans Manage Material pour aller voir cette information, donc je vais voir que j'ai certainement une quantité en stock peut-être d'un pack que j'ai. Donc, si je regarde ici, hein, donc cette lecture-là, hein, donc dans mon stock, j'ai une pièce. J'ai la fameuse commande client que je viens de créer de 100 pièces, donc qui vient consommer 100. Donc, j'ai en termes de prévisionnel au 21 janvier 2026, déjà une rupture de 99 pièces. Après, j'ai le MRP qui a généré des demandes d'achat de 10 pièces. Pourquoi? Parce que je dois certainement avoir un profil sur ce code de référence, un profil type exact, peut-être qui me dit de créer par des valeurs de 10. Donc automatiquement, il me génère des demandes d'achat de 10. Et après, j'ai une autre commande client, celle que j'ai créée, de 296 qui revient générer 1000 pièces. Donc j'ai des ruptures. Donc si je lance le MRP, il va me régénérer. Donc si je fais Start MRP Run, il va me générer. Donc là, typiquement, il met des erreurs parce que lui, il excède peut-être le nombre maximum de DA qu'il peut générer. Ah bon, il est limité? Oui, parce qu'on peut dire au système, dans le CBC, je t'autorise à générer pas plus de 10 DA. Donc typiquement, bah là, c'est peut-être qu'on a sélectionné, ça peut te donner un ordre d'idée, de se dire, ouais, mais là, c'est dans mon type de planification. Là, 10 pièces, c'est pas incohérent. Donc là, typiquement, bah, je vais regarder sur mon code article 785. Je vais faire par exemple la MM02. Je vais faire Change Material. Je dis, ah non, c'est pas possible que j'ai ce genre de planification. Donc je regarde dans les vues MRP1, MRP2. Je regarde sur mon KP01. Voilà. Et je dis, ah ouais, j'ai mis une taille de lot fixe à 10 pièces. Enfin, là, non, c'est pas top. Donc je pourrais très bien dire, bah non, je préfère repasser sur une taille de lot classique, exact. Je fais sauvegarder. Je retourne sur la gestion de ma couverture. Je resélectionne. Je réexécute mon MRP. Et là, il va me faire un petit peu de ménage. Alors, comme j'ai des DA, la possibilité, c'est ce qu'on va faire. Pareil. Donc, hop là, je reviens en arrière. Je reviens en arrière. Vous avez... c'était pas ce que je voulais faire. Coverage, de régler en fait les paramètres de votre MRP. Je vais cliquer ici. J'ai la possibilité d'aller ici dans ce qu'on appelle App Settings. Dans la App Settings, je veux régler les paramètres de mon MRP. Là, je peux lui définir, est-ce que c'est du régénératif? Est-ce que... Voilà, donc je peux gérer les paramètres ici. Est-ce que ça concerne tous les articles? Voilà, donc j'ai des éléments, le lead time, des supprimer et recréer ou adopter. Donc j'ai les possibilités de faire ici. Donc je save les settings, je fais OK. Hop là. Toc. Je regarde dans la gestion. Après, hop là, je peux aussi vous montrer à partir d'ici. Je peux supprimer les demandes d'achat. Alors, ah bah voilà, donc typiquement aussi, donc là aussi c'est pas mal. J'ai pas géré correctement les informations, donc pareil. Donc voilà, vous avez des petits messages qui s'invitent. Donc si j'avais après, je renseigne correctement mon code article, automatiquement le système va cleaner toutes ces demandes d'achat et me régénérer correctement une seule. Est-ce que vous avez des questions? Parce que là, on Ça, arrive à ça la allait- fin de l'heure. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est hyper speed, hein. J'ai pris en Ouais. cours, mais c'est hyper speed.
Bah, moi, à partir du moment où je n'ai pas de questions, moi, je déroule, hein. Moi, c'est une évidence pour moi, mais pour vous, ça ne doit pas l'être. Mais donc, si personne met son stop et de me dire, bah tiens, c'est pas clair et tout, je peux subodorer que c'est complètement clair et que c'est le bon rythme. Je peux aller moins vite, c'est sûr. Bon, c'est logique, mais il y a beaucoup d'infos, donc surtout pour nous, les qui ne sont pas du domaine. Voilà. Ouais, donc le point important, c'est après de voir que bah, il y a toute une mécanique dans le système d'info et des dépendances. C'est de se dire, bah là, typiquement, OK. Là, de se dire, ah, il génère donc autant de demandes d'achat parce que tout simplement, dans la fiche produit, j'ai défini que quand j'ai mis le MRP sur EX ou FX, quand je mets FX, c'est-à-dire taille de l'eau fixe, et que je mets 10, il n'y a que si j'ai un besoin de 100, et là j'ai une rupture de 99, il va bien me générer à chaque fois plein de petites demandes d'achat de 10. Que sur cette ligne-là, le stock, ça, c'est ce que j'ai réellement physiquement. Ça, c'est les commandes clients. Ça ne veut pas dire que j'ai moins 99 dans mes stocks, c'est-à-dire que en stock projeté, oui, je vais avoir une rupture. Et donc, il faut que je fasse de la couverture. Donc, le rouge me permet en tant que planificateur de me dire, ah ouais, donc là, il y a un souci sur cette référence-là. La colonne issue va me donner les informations pour dire, ah ok, il faut que je donc déjà, il me dit que c'est dans le passé, donc ça, c'est pas bon. J'aurais dû les convertir. Donc, c'est toutes ces informations-là. Après, si on doit synthétiser et retenir, c'est OK, pour faire un flux de vente, il faut que j'ai bien sûr un produit qui soit complet. Quand je dis complet, qu'il ait les données de base, qu'il ait vu vente, qu'il ait les vues MRP, qu'il ait éventuellement les vues achat, qu'il ait les vues de comptabilité, qu'il ait les vues pour la gestion de stock, avec les bonnes informations pour que je puisse prendre la commande client ensuite, qui soit gérée correctement sur une organisation, sur un canal de distribution, sur une division. Qu'en plus, en face, j'ai un client, que ce client-là aussi, il ait bien les vues commerciales, qu'il ait bien aussi les vues société si je veux dérouler mon flux jusqu'au bout, que j'ai éventuellement géré correctement les prix, que je n'ai pas oublié que je n'ai pas un contrôle crédit, que je... Et tu vois, après, il y a toute une histoire que vous allez devoir raconter dans votre société, de votre tech. Voilà, la gestion du contrôle crédit, la gestion et le fonctionnement d'un MRP lorsqu'on est avec ou sans gestion de la fabrication, avec ou sans gestion après du contrôle qualité. Et là, c'est les choses basiques de chez Basique, là. Donc, le point important hein, quand je suis sur cette heure-là, c'est poser les questions. C'est le moment où, voilà, où s'il y a c'est le moment parce qu'après, en dehors de là, on se revoit que mardi prochain. Donc, si vous aviez bah, dans les flux que vous faites le reste de la semaine, prenez des petites notes ou mettez-les dans le groupe de WhatsApp, ce qui me permet d'orienter, de dire, bah tiens, Mickaël, est-ce qu'on peut revoir plutôt cette partie-là parce que ça me paraît pas clair? Tiens, est-ce qu'on peut revoir le mécanisme aussi sur les vues de planification des besoins? Ah, je trouve ça intéressant de savoir ce qui se passe si je mets planification déterministe ou point de commande, si je mets FX ou EX. Voilà, qu'est-ce qui se passe derrière? Et moi, je peux après vous dérouler un flux, on prend un article, on le fait avec un type de planification, avec une autre, et on regarde bah, qu'est-ce qui se passe derrière avec la planification, les impacts si j'ai des OP, si j'ai des DA, de la sous-traitance, de la consignation. Moi, j'ai une question. Vous voulez bien retourner dans votre commande? J'ai vu un truc tout à l'heure. Ah, commande client, tout à fait. Hop là, Recent Activity, Manage Sales Order, Au niveau des partenaires, tout à l'heure, j'ai vu. Touk. Voilà, Au niveau des partenaires, oui. Donc là, ici, euh, partenaire, voilà. Ils sont hérités, tous ces rôles-là, ils sont hérités de la BP. fiche du BP? Oui, c'est-à-dire que là, euh, quand je vais dans la tuile Manage Partner ou Manage Customer ou Maintain Business Partner, par défaut, lorsque je crée un client donneur d'ordre, il a toujours, dans le standard SAP, le sold to, le bill to, le payer, le ship to. Quand je crée un donneur d'ordre.
Le donneur d'ordre a la faculté d'être les 4. Si, au même titre qu'on l'a vu hier sur un fournisseur, mon client me dit « Je peux avoir plusieurs adresses de livraison », je devrais donc créer autant d'adresses de livraison que de business partners ship-to. Vous n'avez pas créé à chaque fois des donneurs d'ordre dans SAP, vous pouvez créer que des ship-to parce que ils n'ont vocation à être qu'une adresse de livraison. Vous pouvez aussi créer que des BP payeurs parce que c'est eux qui vont émettre, enfin qui vont recevoir la facture. Donc c'est pour ça que c'est important de se dire, bah, dès que vous avez aussi dans votre projet, vous dites, ah ok, un client, lorsque je vais créer mon business partner, par défaut, il va me générer le même numéro. Parce que c'est la même adresse physique. Si tous ont la même adresse physique, c'est un seul business partner. À partir du moment où, pour un client, on vous communique, ah ouais, il y a une société, des adresses différentes, il faudra créer un deuxième partenaire qui s'appellera Lacoste, par exemple, Aix-en-Provence, Lacoste, par exemple, comme dans du retail, autant de boutiques, ça peut être autant de ship-to. Donc, je vais avoir 104, 182, 104, 183, 104, 184, et que je vais après renseigner. Donc, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on crée d'abord tous les ship-to, donc toutes les adresses de livraison, et après, je vais créer mon donneur d'ordre. Et dans mon donneur d'ordre, je vais ajouter tous les ship-to. De sorte que quand je vais passer ma commande client, ou quand je vais recevoir la commande de mon client, automatiquement, il va me demander, mais quel ship-to, quelle adresse de livraison tu me proposes. Donc, si j'en ai créé 4, j'aurai un petit pop-up qui va vous demander lequel. Voilà. On peut pas en mettre un par défaut? Pour pas Ah qu'il ben nous bien redemande sûr, à mais chaque par fois? défaut, il reprend toujours le premier. Ok. C'est-à-dire que ici, dans la tuile, il va te reprendre toujours le premier. Et quand tu seras en modification, tu auras la possibilité, au travers du Team Match Code, de sélectionner un autre. Ouais. Voilà. D'accord. Ça, La c'est dans la même tuile chose, Fiori. la même chose côté supplier? Tu as exactement la même chose. Lorsque tu as vendor, tu as VN, et après tu as le GR qui te permet d'avoir les adresses à partir de laquelle la marchandise part. Donc le fournisseur, lui, te communique les adresses à partir desquelles il t'envoie la marchandise. Le client, lui, te communique les adresses à laquelle tu dois livrer. Mais c'est exactement le même principe. Les partner functions servent à ça. Parfait. GR. Voilà. Et Merci. notamment si vous faites du TM. Du TM, il y a la notion de carrière, de transitaire, qui est super importante. Voilà. Oui. J'avais une question aussi, Oui. votre temps de la rencontre. En fait, je me demandais si les sujets qu'on discute le mardi ou le mercredi sont connus d'avance. Oui, Ils comment est-ce peuvent qu'on peut en l'être. parler? Si personne me dit, bah tiens, je voudrais qu'on voit le scope item BD9 ou J45 ou BD7, moi j'essaye de montrer les choses basiques D'accord. qu'on doit savoir si je me retrouve face à un écran SAP en mode Survivor, c'est-à-dire savoir créer une commande client, savoir faire du stock, consulter du stock, exécuter un MRP, créer un BP, un article, voilà. Les choses basiques qu'on attend à minimum d'un utilisateur SAP. Non, c'est très bien. La commande d'achat hier et la commande de vente aujourd'hui, ça va m'occuper des semaines, là. Après, oui, mais moi, je peux aller sur des scope items. Si vous me dites, bah, tiens, je voudrais voir le scope item sur l'ATP avancé, mais là, je vais perdre la quasi-majorité des gens, là. Non, mais c'est très Parce bien, que, ça, c'est la base même. ouais. Bien sûr. Mais voilà, Comme on après, on peut va, aller, on mais je peux va. monter crescendo sur des scope items, type, si je vous montrais SAP Variant Configuration, bah, là, c'est assez technique. C'est-à-dire qu'en 1 heure, on ne verra qu'une petite partie. Mais moi, je préfère monter crescendo. Mais encore une fois, c'est les 2 heures qui sont le mardi et le mercredi. Tous les sujets sont ouverts. Vous pouvez soumettre des scope items. On fait à chaque fois. Moi, je fais par itération et vous posez des questions. On peut repasser d'un sujet à un autre. Moi, je peux faire à la volée. Je les connais pas tous. Je dirais pas que je connais par cœur les 200 scope items, mais je les maîtrise bien. Merci. J'avais une question. Oui. Je confirme, hein, entre ce qu'on a vu hier et aujourd'hui, là, c'est assez.
intéressant, notamment quand on va travailler dans les intégrations intermodules. Euh, Concernant les fonctions business partner, non, les fonctions partenaires. Oui. Pour les grands groupes, par exemple, quand c'est centralisé, est-ce que ça se gérera à ce niveau-là, les hiérarchies clients, les hiérarchies fournisseurs? Tu as une notion, oui, la notion des hiérarchies, notamment derrière, bah, ça va être pour notamment la détermination des prix. Donc, mais je pourrais aussi, alors ça va pas être dans la, alors, tic, 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 tic. Si on allait sur, alors, customer, hiérarchie, En fait, tu as des notions de gestion des hiérarchies, à la fois côté produit et aussi côté client, qui te permettent après d'affecter. Donc SAP l'a vu différemment. Tu as vraiment des applications qui sont dédiées pour la gestion des hiérarchies. Et après, à partir de cette hiérarchie, tu crées en fait un nœud hiérarchique et après tu affectes ce client-là. Avant, c'était, je crois, dans le CC, devait être la VDE1HN, quelque chose comme ça. Côté cloud public et sur Fiori, ils ont un peu réinterprété et tu as en fait la notion de gestion des hiérarchies. Donc oui, ça existe, mais on ne passe pas forcément via la fonction partenaire pour ça. Mais il existe bien une fonction partenaire aussi, je crois. Si je regarde on va aller sur Maintain Partner. Maintain Partner. Je crois qu'il y a un top item sur la gestion des hiérarchies. Je fais Start. On va prendre n'importe quel client, celui-ci. Je vais dans la partie Customer. Je vais en modification, Sales and Distribution, Partner Function. Alors, ça va être ici forwarding, payer, return, forwarding. Alors, ça va être plus sur du private. Sur du private, tu peux éventuellement avoir des partner functions qui s'appellent hiérarchie. Dans le cloud public, tu es obligé de passer par les applications de gestion des hiérarchies. Donc, c'est la petite différence entre du cloud public et du private cloud ou du on-prem. Dans le cloud public, tu dois nécessairement passer par la tuile de gestion des nœuds hiérarchiques. Donc, prenons le cas L'Oréal. Tu vas créer un nœud hiérarchique L'Oréal et après, tu vas avoir tes segmentations qui vont être à l'intérieur. Et après, tu vas affecter tes sous-nœuds à ton business partner. Ce qui va permettre après, lorsque tu vas gérer ta commande client, et si tu as géré un prix sur ton nœud hiérarchique, il ramènera le prix sur le nœud hiérarchique. Mais typiquement, s'il y en a qui seront après intéressés, on peut très bien mettre ça un jour au programme, la gestion des hiérarchies clients. Ça peut servir pour les grands groupes, hein. PME. Ça, alors pas que pour les grands Dans, groupes, par exemple, dans le, là, pri- dans le pri- dans le private, pas dans le public. alors, je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'ils utilisent pour panier d'essence, est-ce qu'ils utilisent les nœuds hiérarchiques? Non. Aldes, qui est une grosse PME française, utilise l'hiérarchie client, par exemple. Donc, tout dépend après comment tu gères tes prix de vente, hein, c'est surtout ça. Donc, et comment tu veux gérer quand tu gères cette prix-là. L- Dans le cloud public, pour l'instant, non, moi, je n'ai jamais géré la partie avec des hiérarchies clients. Plus c'est vrai sur du private cloud ou sur du on-prem, parce que les gens ont peut-être une plus grande connaissance des fonctionnalités sur SAP. Ça aussi, ça, hein. Les gens qui vont sur du cloud public, déjà, il y a un gros changement hein, par rapport à l'utilisation. Souvent, ils passent d'un petit ERP et ils passent dans un monde qui est quand même assez vaste, qui est celui de SAP. Donc, il faut qu'il y ait quand même une certaine acculturation des différentes fonctionnalités de SAP. Donc voilà, donc Ok. moi je pourrais me mettre ça aussi, hein, donc je vais me le noter dans ce cas-là, faire un petit sujet sur ça. Donc pareil, hein, pour mardi prochain,
N'hésitez pas. Si là, moi, je peux continuer à dérouler des flux. Là, je suis sur la partie sales. Je vais continuer. Après, je vais faire la partie décaissement, encaissement, des choses comme ça. Donc, pour qu'on voit aussi un petit peu de finance, Parce que comment lancer. Oui. là, faudrait insister un petit peu sur, si je peux me permettre de demander, sur les mouvements de réception et des entrées-sorties de marchandises. Et comment les annuler et les refaire si elles sont erronées. Oui, oui, on peut faire cette partie-là. Donc, faire une commande, donc faire la livraison, faire une annulation d'une livraison sortante, une annulation de réception de commande d'achat. On peut faire aussi toutes les parties qui peuvent être aussi intéressantes, c'est les retours. Parce que là, on a fait la commande d'achat. Vous Oui, voyez aussi comment on fait une commande d'achat retour classique et la commande d'achat de retour avancé. Donc la NB2, parce que c'est aussi un des gros changements par rapport à l'ECC. Vous avez ce qu'on appelle le Advanced Return, l'ARM, Advanced Return Management. Donc à la fois côté sales, ou parce que tous les gens qui étaient avant faisaient ah oui, je fais une commande client de type RE. Bah, vous savez que maintenant il y a du CBAR qui existe, donc qui permet de gérer en fait de l'automatisation. La commande client va gérer éventuellement une commande d'achat, une inspection control. Donc il y a toutes ces informations-là. Donc oui, je peux mettre ça aussi pour la semaine prochaine. Donc la gestion donc des sorties entrées, les annulations, les mouvements de retour. Et on continuera. Et moi, j'irai aussi les bouts, au bout aussi pour que les gens voient aussi comment on fait un encaissement, un décaissement, comment on oui, lance un cycle aussi de paiement. parfait. Voilà. Merci, bonne soirée à tous. Et voilà, je mets la vidéo, elle sera sûrement Merci, bonne soirée. disponible demain. Oui. Voilà. Très bien. Merci. Voilà. Merci. Très bonne soirée à tous. Merci, Mickaël. Bonsoir. Ciao. Bonne soirée. Ciao.